Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Félicie le Dragon qui est avec nous aujourd'hui. Comment ça va, Félicie? Mais écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être avec vous. C'est vraiment un plaisir de t'avoir. Alors, Félicie, tu fais énormément de choses dans l'écosystème du Web3. Je vais essayer de prendre le temps de présenter tout ce que tu fais. Donc, tu es fondatrice de NFT Madame. C'est déjà vraiment une grosse structure. Tu es également advisor marketing, conférencière, formatrice dans le Web3 et les NFT, copywriter parce que tu écris aux chefs d'entreprise, notamment dans le monde du Web3. Tu as une newsletter, tu as des livres, cofondatrice de NFT Factory et tu vis ta meilleure vie. Tu vas nous expliquer tout ça en profondeur. Comment c'est de vivre dans la vie de Félicie le Dragon en permanence avec autant d'idées, autant de sujets à traiter en permanence. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça se passe? Non mais Jean, tu m'attaques d'entrée là comme ça, comment c'est la vie de Félicie le Dragon? Mais écoute, je sais même pas quoi te dire, c'est un feu d'artifice tous les jours, Ah ouais, j'ai l'impression, c'est, ouais. c'est 30 000 idées à la minute, c'est 3 000 dossiers en cours. Non mais enfin voilà, c'est chouette. Quand je dis je vis ma best life, c'est vraiment ça. Ah, trop cool. Effectivement, ça, je pense que tu dois avoir, comme tu dis, 1000 idées à la seconde, un peu hyperactive. Tu as plein d'idées. Souvent, elles sont très, très bonnes. Donc, vraiment, félicitations à toi. Ça doit pas être facile pour tout le monde d'avoir des bonnes idées. Et toi, tu en as. Donc, vraiment, bravo. Moi, la première question que je voudrais te poser, Félicie, c'est comment tu en es venu à l'écosystème Web3? Parce que c'est pas donné à tout le monde. En général, on arrive soit parce qu'on vient du secteur de la tech, soit du secteur éventuellement des crypto-monnaies. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit ta direction. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu es arrivé à avoir cette curiosité pour la partie NFT, Web3 et tout, c'est assez impressionnant. Écoute, je crois que je suis une petite geek qui a toujours été contrariée parce qu'à l'époque à l'époque des études, tu vois, quand tu sors du bac, etc., c'était pas dans l'air du temps, c'était pas ça, enfin, bon, si tu veux, il y a eu tout un enchaînement de choses qui ont fait que mon parcours est plutôt parti vers la communication et le marketing. J'ai fait une école de commerce, enfin, tu vois, j'ai fait plein de choses. Mais j'ai toujours eu cette appétence pour la tech. Et ce que j'aime bien raconter aussi, c'est l'anecdote, c'est on est en 2001, 2002, vraiment sur la tranche. Et je lance une boîte et j'ai besoin d'un site internet. Et donc, je fais appel à un webmaster, tu vois, normal. Si ce n'est que le mec, il a mis un an clé en main, tu vois, un an pour me pondre une page d'accueil qui était toute pourrie et qui ne correspondait pas. Et mon Mais logo à non, l'époque était rose. Et il me dit, ouais, mais dans le web, ça se fait pas le rose. Je dis, mais je m'en fous, c'est mon identité, c'est mon logo. Qu'est-ce que tu mon veux? Pourquoi tu... branding. Oui, d'accord, très bien. Allez, non, mais il faut placer ça dans le contexte. Hein. Je sais pas si tu vois, c'est 2002, c'est quand tu as Yahoo avec la page d'accueil, avec 4000 liens, enfin un truc, c'était tout pourri. Moi, je voulais des trucs plutôt épurés et je voulais du rose. Et lui, il me dit, non, ça se fait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai mis les mains dans le cambouis et je suis allée chercher du HTML. Voilà, je n'y Mais connaissais non, strictement rien. incroyable. Oui. Et je n'y connaissais strictement rien. Je le rappelle aussi, à l'époque, il n'y avait pas YouTube, donc il n'y avait pas de tuto. Donc, tu vois, il fallait se débrouiller. Et mon site, je l'ai sorti. Il est ce qu'il était. Voilà, hein, je Bravo à mets toi. mais voilà, Génial. donc si tu veux, je crois que ce qui m'a permis en fait d'arriver dans le Web 3, c'est aussi une logique mathématique, de déductive, analytique, etc., qui sont importantes dans la tech malgré tout. Et donc ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est que donc à ce moment-là, je crée une agence d'architecture d'intérieur et je faisais beaucoup de 3D. Mais Ok. les clients n'arrivaient. Alors, je te parle de ça, on est en 2010-2011. Mais les clients n'arrivaient absolument pas à se projeter dans la 3D. Et donc, j'avais un casque de VR, le premier Samsung, etc. Ah Et ouais, bah oui, voilà. trop en avance. Mais c'était trop early, tu vois. C'était beaucoup trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Ça plaisait pas aux clients. Enfin, pour eux, c'était compliqué. Pour moi, c'était très clair. Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà imaginé plein de choses. J'avais imaginé plein.
plein de trucs qui pouvaient se plugger sur ce casque de VR, et dont notamment la possibilité, si tu veux, d'avoir plein d'interactions avec les intérieurs que j'avais créés. Donc, changer la couleur des murs, ajouter des motifs, changer le mobilier, et la possibilité aussi de pouvoir le commander en ligne. En gros, c'était ça. Moi, je voulais que dans mon casque de VR, il y ait le canapé et que j'ai la fiche technique et que je puisse le commander. Ça, c'était mon idée. Voilà, un mix finalement de tout ce qui émergeait à ce moment-là, que ça soit la VR, c'était l'explosion d'Amazon, etc. Donc tout ça, je me dis, mais il y a quelque chose à mixer dans cet esprit-là. Puis j'ai vu plusieurs boîtes qui m'ont dit, mais on ne peut pas faire, on ne sait pas, c'est compliqué, on n'y est pas, la tech n'y est pas, etc. Et donc, j'ai refermé le dossier. Et puis est arrivé le Bitcoin. Je n'y connaissais rien, mais quand je te dis rien, mais j'avais lu des articles. Et comme j'aimais bien la tech, je me dis, ah, mais ça, ces clients-là, ils vont être super chouettes. Moi, je veux des clients comme ça. Je m'en fous des petites mémés qui veulent, tu vois, refaire leur déco. Moi, je veux des clients, je veux du fun. Donc, je veux aller chercher les clients qui s'intéressent au Bitcoin. Je ne savais pas ce que c'était. Mais vraiment, pour moi, c'était aussi basique qu'un mode de paiement en ligne type PayPal. Tu vois, Okay. j'avais absolument pas conscience de toute la tech qu'il y avait derrière, ni de la philosophie, ni rien. Juste, j'ai vu, il y a de la tech, il y a des thunes. Et c'est des gens qui sont plutôt funky. Je me suis dit, je veux ça comme client. Go. Donc, j'ai voulu accepter les paiements par PayPal sur mon site, par Bitcoin sur mon site internet, mais c'était beaucoup trop compliqué. Et la seule boîte qui le faisait à l'époque, c'est Paymium. Je les embrasse de tout mon cœur parce que sinon, j'aurais lâché l'affaire. Voilà. Et donc, j'ai dit, OK, c'est bon. Et puis, à la faveur de l'actu, je crois qu'on est en 2018, 2019, ça commence à revenir, on commence à reparler des cryptos, etc. Je me suis dit, mais attends, ma grande, ça t'intéressait il y a quelques années, donc maintenant, on va voir ce que c'est. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu, mais sans plus m'y intéresser, et c'est grâce à un ami journaliste qui m'a parlé des NFT et qui m'a dit, ah, mais vous vous intéressez aux cryptos, est-ce que vous connaissez les NFT? J'ai dit non, qu'est-ce que c'est? Et là, en fait, moi, j'ai pas vu, si tu veux, j'ai pas vu les NFT dont on parlait à ce moment-là, la spéculation, les Bored Apes et compagnie. Moi, j'ai vu tout le potentiel marketing qu'il y avait derrière et ça a complètement explosé dans mon esprit. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire, c'est génial, allons-y, allons voir ce que c'est et voilà. Voilà, si tu veux. Donc, l'histoire est plutôt longue, mais elle est. Je me suis pas réveillée un jour en me disant, OK, c'est la hype, j'y vais. Voilà, c'est pas ça. Ouais. Voilà, le chemin s'est construit. Il y a un vrai cheminement derrière, mais effectivement, il y a une suite qui est logique. Par contre, ce qu'on voit, c'est que tu es tout le temps early. C'est-à-dire que tu es méga en avance sur tous les sujets. Tu me disais en off que tu avais fait un podcast vraiment il y a très longtemps, que tu t'es intéressé au Bitcoin avant quasiment tout le monde, que tu étais dans la AR/VR aussi un petit peu trop en avance. Enfin, comment tu as cette faculté d'être toujours en avance sur les sujets? Tu es hyper connecté, tu vois tout ce qui se passe, ou c'est tout simplement un feeling intérieur où tu te dis, par exemple, comme le Bitcoin, c'est fun, l'écosystème a l'air cool, c'est une industrie naissante, j'y vais. Enfin, tu suis ton instinct. Comment tu fais pour être toujours early comme ça? Alors, être early, c'est absolument pas un avantage. C'est le drame de ma vie. Je te promets, c'est le drame de ma vie parce que finalement, alors comment ça se passe, c'est que je pense que je vois des choses et j'ai cette faculté de les interconnecter avec d'autres pour créer quelque chose de nouveau, pour créer quelque chose de différent. Ce qui veut dire que les NFT ne me contentent pas en eux-mêmes, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est ce que ça permet de faire. Les cryptos je suis pas calée sur les cryptos. Il faut pas venir me demander, ouais, c'est quel crypto qui va pumper et tout. C'est pas mon, tu vois, c'est pas mon sujet. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les cryptos permettent de faire. Et c'est là où c'est intéressant. Donc, le fait d'être early, c'est un vrai handicap. Mais vraiment, je te le dis, parce que en face de toi,
ben, tu n'as pas nécessairement les gens qui comprennent ce dont tu parles ou qui peuvent t'apporter une réponse, elle, technique, parce que moi, je viens pas des IT, donc bien évidemment, j'ai pas cette capacité-là. Donc c'est compliqué d'être là trop tôt, vraiment. En revanche, parce que tu dois te battre à essayer de faire changer les idées, de montrer que c'est important, et en fait, tu passes plus de temps à expliquer, à former, à éduquer qu'en fait à closer tes deals, quoi. C'est ça le problème. exactement. Exact. Ouais. Alors, c'est pas négatif. Je sais bien, j'ai eu 1000 vies et je sais que cette partie sur les NFT, ça sera la dernière partie de ma vie. Mais Ok. je dis NFT parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais dans sa globalité, le Web 3 dans sa globalité, que ça soit du no-code, que ça soit de l'IA, que ça soit de la blockchain ou des NFT, je mets tout dans le même panier et moi je changerai plus de carrière. Enfin, je dis ça, mais bon, on ne sait jamais. Mais globalement, il y a tellement. Non, mais là pour le coup, j'ai l'expérience aussi. C'est que j'ai vu l'arrivée du net. J'ai vu le avant et le après du net. Et j'ai transposé ça sur le Web 3. Donc, je sais que ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est comme quand on allait sur Internet en 98 avec un CD d'AOL. Et encore 98, je te parle de 98 parce que c'était vraiment la partie grand public et où tu avais un accès qui était, où c'était, je crois que c'était les débuts de Free, etc. Donc, tu commençais à voir le grand public qui s'intéressait à Internet. Donc, j'ai vu le avant-après. J'ai vu ce qui s'est passé en 25 ans maintenant d'Internet et d'où on est parti et où on est là aujourd'hui. Et je projette ça sur le Web 3 avec peut-être la différence que je pense qu'il y aura une acculturation qui sera beaucoup plus rapide, où les choses vont peut-être, où la courbe d'adoption sera plus réduite. Plus rapide. Okay. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on est déjà, on est déjà équipé. On a déjà tous un smartphone, ouais. On a tous une tablette, on est tous connectés à Internet. Donc, alors qu'à l'époque, il fallait s'équiper. Tu vois, tout le monde n'avait pas de PC à la maison. On partait très, très, très loin. Ouais, c'est clair. Donc, dans l'absolu, pourquoi je suis early, c'est juste parce que je suis curieuse, que je regarde et que quand je lis ou quand je vois quelque chose qui me semble vraiment super intéressant, j'arrive à le connecter à d'autres choses. Je pense que c'est là qu'est mon talent. Voilà. Et je pense, si je peux me permettre, il y a peut-être aussi une autre chose, c'est que tu as peut-être moins peur que la moyenne. Pourquoi? Parce que la personne des gens qui sont arrivés dans l'écosystème Web3 early, en fait, soit c'était pour la spéculation, soit ils rentraient dedans, ils disaient oh, ça c'est une arnaque, c'est un scam géant, j'y vais pas, ça sert à rien. Et Internet, c'est la même chose. Dans les années 2000, Internet, ça sert à rien, c'est un truc pour je sais plus, à l'époque, ils parlaient de porno, de choses bizarres. Enfin voilà, c'était vraiment pas fait pour le Internet de maintenant. Et toi, en fait, non, directement, tu avais la vision de dire, OK, il y a les préjugés, moi, j'ai pas peur, je vais aller voir ce qu'il y a derrière. Ça, c'est une force quand même, parce qu'il faut avoir l'état d'esprit, le mindset nécessaire de se dire, OK, moi, il y a des préjugés, mais je vais aller voir derrière. Vraiment bravo. Alors c'est une force parce que c'est gentil de ta part de me dire que c'est une force, mais parce que c'est de manière, c'est quand tu portes un regard de manière rétroactive. Les premières cryptos, bien évidemment, j'ai acheté, c'était pas du tout pour spéculer, c'était pour comprendre. Ouais. J'ai jamais mis, je crois que le premier achat de crypto, je sais ce que c'est du Polkadot. Et pourquoi? Eh ben ouais. Et pourquoi Polka? Pour les NFT. Alors, pour les NFT, et puis parce que l'écosystème, alors je sais plus ce que j'avais lu sûrement un papier là-dessus, expliquant que cette blockchain était conçue pour s'ouvrir et pour permettre de créer d'autres projets adossés à la blockchain. Et je pense que c'est ça qui m'a intéressée. Et donc, du coup, c'est la première crypto que j'ai achetée, donc c'était du Polka. Et en réalité, j'ai mis 100 balles. J'ai mis 100 balles, mais juste pour voir la mécanique, comment est-ce que l'achat c'est fluide, comment ça se comporte, comment ça évolue, etc. Après, j'en ai acheté plein d'autres. J'ai fait plein de tests. Et puis, aujourd'hui, il me reste pas grand chose.
Je suis pas du tout sur la altcoin, j'y vais pas. Tu vois, je suis très pragmatique. Voilà. Moi, je veux qu'il y ait une utilité. Mais mes cryptos, c'est Polka, Ether pour acheter des NFT. C'est du Bitcoin parce qu'il faut avoir du Bitcoin parce que voilà. C'est Mais monsieur Crypto, ouais. bah oui, voilà, parce que c'est quand même, c'est elle qui donne le ton. Mais tu vois, tout ce qui est runes, etc., je suis passée à côté du truc. Je vais pas creuser plus que ça pour l'instant. Et après, je sais même plus. Je crois qu'il doit me rester un peu, il doit me rester un peu de Matic, j'avoue. Et puis après le reste, après j'ai Ouais. des tokens de projets, mais c'est tout. Tu vois, je suis Ok. pas, voilà, il faut que ça, je veux que ça soit utile. Je veux que ça me serve à quelque chose. Ouais, et puis faut comprendre l'enjeu qu'il y a derrière, le projet qu'il y a derrière, et s'il n'y a pas d'utilité, quelque part, ça sert à rien. Et c'est très intelligent, hein, parce que c'est bien de dire je vais dans le monde des cryptos juste pour la partie spéculation, mais aussi bah, c'est bien de savoir s'il y a un projet qui a derrière, parce que mettre de l'argent pour mettre de l'argent dans quelque chose, c'est pas forcément tout le temps intelligent. Alors effectivement, on va se dire ok, le truc il fait x4, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. Bah, en fait, pour prendre une décision, il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a aussi le process de décision. Et si tu n'as pas fait une bonne analyse, ok, tu as eu de la chance, mais peut-être 9 fois sur 10, tu n'auras pas la même chance. Donc ton analyse, elle était mauvaise. Et là, c'est bien de toi de te dire, bah, moi, je veux qu'il y ait une utilité, je veux comprendre le projet, je veux me dire, ok, ça c'est bon, j'y vais. Alors effectivement, bah, le Bitcoin, c'est un sujet, Ethereum et tout ça, c'est un sujet. Mais franchement, c'est vraiment bien. Et donc du coup, tu as jumpé assez rapidement dans la partie NFT. Donc tu as réussi à comprendre assez rapidement le secteur. Et tu dis, bah voilà, moi je trouve que là où il y a le plus d'utilité, c'est l'NFT, jusqu'à fonder NFT Madame. C'est quand même aussi pareil, tu devais être une des premières à ce moment-là, très early dans les NFT. C'est des NFT Madame, ça a 3 ans maintenant. Et donc, du coup, comment tu t'es dit, OK, je vais lancer NFT Madame? Quel était le but au départ de lancer NFT Madame? Parce que j'imagine qu'à l'époque, bah, c'était une vision, c'est sûrement peut-être pas la même maintenant. Elle a sûrement évolué, elle est de plus en plus grosse avec le temps. Enfin, comment tu en es venu à dire, OK, NFT Madame, je lance ça? En plus, le nom est très rigolo. Alors, il faut replacer le contexte. Donc, il y a 3 ans, on était quand même en plein bull run. Tu Ouais. vois, il y a 3 ans, tout le monde pouvait être expert. Tout le monde pouvait être expert des cryptos. Tout le monde pouvait être expert des NFT. C'était très facile. Il suffisait d'acheter une crypto, elle pumpait. Et tu disais, ok, ça y est, c'est bon, j'ai compris comment ça fonctionne. Après, on est revenu un petit peu là-dessus parce que on s'est rendu compte que les cryptos, autant ça peut prendre 60% dans la journée que ça peut en perdre 50 le lendemain et que il faut être prêt pour ça. Alors quand tu dis que il faut avoir une stratégie, oui. Mais il faut surtout se dire que si j'ai envie de gagner gros, il faut que je sois prêt à perdre gros aussi. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça au moment du bull run et au moment où j'allais dire, tout un chacun a pu acheter des cryptos. Et puis il faut replacer ça il y a ce contexte du bull run. Et puis on a oublié, mais c'était la période du Covid. Et la période du Covid, en fait, on était chez soi avec beaucoup d'incertitudes sur est-ce que je vais être licenciée? Est-ce que je vais trouver un boulot? Parce qu'il faut penser à tous les étudiants qui sortaient d'école. Ça va être quoi mon avenir, etc. Et donc, si tu veux, cette manne financière qui a été amenée par les cryptos a amené aussi dans l'écosystème plein de gens qui n'y connaissaient strictement rien et plein de gens qui ont été très déçus à la fin. Et c'est normal, c'est logique. Moi, j'ai jamais mis dans les cryptos ou même dans l'achat de NFT que de l'argent que j'étais prête à perdre. Quand je dis prête à perdre, pour moi, c'est pas perdu, mais c'est comme si j'allais passer une soirée au casino et je me dis, OK, je mets 500 balles au casino pour passer une bonne soirée. Je gagne, c'est bien. Je perds, c'est pas grave. Je vais passer une bonne soirée. Il y a pas, si tu veux, il y avait pas j'avais pas cette pression économique là-dessus. Et donc à ce moment-là, c'était facile parce que tout le monde s'y intéressait. Et notamment les marques, puisqu'il y avait les NFT, qu'il y avait plein de promesses sur les NFT. Et donc, les marques se sont intéressées. Mais je me suis rendu compte que les marques ne connaissaient absolument pas le Web3 et que les boîtes du Web3 avaient beaucoup de mal, en fait, à parler aux marques
parce qu'il parle de tech, parce qu'il parle de, il faut être honnête, hein, le Web 3, on a quand même un jargon qui est quand même, enfin, qui est simple, C'est facile. mais il faut avoir l'habitude. Donc, il parlait très tech aux marques. Les marques se disaient, il faut que j'y aille. Donc, j'y vais, ne sachant pas ce qu'il faisait, ne sachant pas comment. Et puis, il y a eu quelques catastrophes. Il y a eu quelques projets qui ont été, qui sont pas bien passés. Et donc, si tu veux, moi, j'arrive là-dedans en essayant de dédramatiser tout et en expliquant aux marques que certes, il y a un enjeu financier, mais avant ça, il y a un enjeu d'image de marque et un enjeu marketing. Et ça leur parle. Et puis après, si tu as un bonus financier derrière, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est comme ça que je me suis lancée. Et puis, une nana, une grande gueule qui arrive avec dans un univers de degen, généralement on se souvient de moi aussi. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr, bah, au moins ça dénote et ça apporte une vision qui est différente et on voit pareil toute la stratégie qu'il y a derrière. C'est pas juste tu t'es dit: «OK, c'est la mode NFT, je lançais l'NFT Madame». Non, je lançais NFT Madame parce qu'il y a un besoin, parce que j'ai analysé effectivement qu'il y avait un manque, donc je vais aller justement combler ce manque. C'est très intelligent, c'est pas juste je suis une mode. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu es encore là, parce qu'il y a beaucoup de projets de l'époque ou de gens qui étaient dans les NFT de l'époque qui ont disparu de la circulation. Et toi, tu es là, puis tu grandis tous les jours et tu fais de plus en plus de choses. Tu es présent, on te voit partout, on te voit sur Twitter, on te voit sur YouTube, on te voit sur Insta, on te voit sur LinkedIn. Bref, tu es partout. D'ailleurs, je sais pas comment tu arrives à faire autant de réseaux en même temps. Vraiment, félicitations à toi, on va sûrement y revenir. Mais on a vu que tu avais vraiment bouché ce trou qu'il y avait, enfin, les problèmes qu'il y avait, notamment pour les entrepreneurs. Et je pense qu'un gros problème à l'époque, surtout, c'était la façon dont les chefs d'entreprise communiquent sur le sujet. Effectivement, il y avait la partie de la compréhension, ça c'était un sujet, mais il y a aussi le fait de comment je communique, quel message je dois envoyer, dans quel sens je l'envoie. Je comprends le Web 3, mais rapidement, quelle personne je dois contacter pour pouvoir justement avancer là-dessus. Et c'est là où toi, tu t'es dit, OK, moi, je vais faire du copywriting pour les chefs d'entreprise, pour les sociétés aussi, parce que j'imagine que quand tu fais un peu les CEO des entreprises, tu fais aussi un peu les entreprises. Mais au-delà de ça, tu es arrivé après avec la partie formation et tout, enfin, on va y revenir, mais tu as vraiment fait beaucoup, beaucoup de choses. Dans la partie copywriting, comment tu as cet art de l'écriture? Comment tu fais pour travailler ça en permanence? Parce que voilà, écrire, c'est un art, on le sait, c'est pas donné à tout le monde. Toi, tu as cette fibre-là, tu arrives à parler et utiliser les bons mots. Comment tu en es venu à justement utiliser les bons mots? C'est quoi? C'est de l'entraînement? C'est à force de lire? C'est inné? On dit qu'en général, un don, ça se travaille. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur comment tu Alors, fais les pour… dons, ça se travaille bien évidemment, c'est du travail, mais j'ai toujours aimé écrire, même si je n'ai jamais été attirée par des études littéraires ou quoi que ce soit. J'ai toujours beaucoup écrit. Sur plein de choses, sur plein de sujets. J'ai écrit plusieurs bouquins et j'ai commencé à publier il y a 20 ans. J'ai eu plein de blogs. J'ai créé plein de blogs à l'époque, tu vois. Enfin, voilà. Donc, si tu veux, c'est cette habitude d'écrire et d'écrire de manière synthétique pour le web. Ça, c'est quelque chose que je cultive depuis plus de 20 ans. Et puis, encore une fois, cette idée comme tu disais tout à l'heure, quand on est être early, c'est simplement saisir l'air du temps, saisir quelque chose et puis avoir un autre point de vue et développer un autre point de vue. Et c'est peut-être ça en fait c'est peut-être ça qui fait ma différence dans l'écriture et dans la communication. Et aussi la volonté d'être simple sans être simpliste et donc d'amener une sorte de vulgarisation pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle sans que ça soit trop tech, trop pointu. C'est facile, tu vois, de passer. Enfin, moi, je trouve tu mets plein de mots hyper techniques dans une phrase, les gens se disent waouh, il connaît vachement bien le sujet. Non, c'est pas ça. Tu maîtrises bien ton sujet quand tu as la capacité de l'expliquer de manière simple à quelqu'un qui n'y connaît strictement rien. Voilà. Totalement. Totalement. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Comment tu fais pour, sur la partie pareil, écriture, comment tu fais pour
décider que ça, c'est le bon mot euh, pour comprendre peut-être le besoin de la personne et le retransmettre par texte. Parce que les gens ont tendance à l'oublier, mais le copywriting, c'est très, très important. Et je vois tous tes posts LinkedIn, c'est la folie. Chaque post, c'est une vraie histoire. Enfin, ça donne tellement envie d'écouter, d'abonner, de suivre et tout. Comment tu fais à chaque fois pour trouver vraiment les mots justes et comment tu fais pour montrer, enfin, comment tu expliques aux personnes qui te suivent l'importance de l'écriture en permanence et de la création de contenu comme tu fais sur contenu écrit? Alors ça, c'est pas une démarche, c'est pas une démarche volontaire. Ok, Je crois qu'il y a beaucoup de spontanéité dans ce que j'écris, c'est-à-dire que je passe pas des heures et des heures à réfléchir. Généralement, ça vient, c'est hyper spontané, donc trop bien. je laisse les choses se faire et s'écrire. Donc ça, c'est pour ce que j'écris pour moi, tu vois, les posts dont tu parles sur LinkedIn. Après, quand j'écris pour les clients, moi, j'ai besoin de comprendre son écosystème. Et si je ne comprends pas son écosystème, j'y vais pas. Je ne vais que vers des secteurs ou des domaines, soit qui m'intéressent, soit que je connais. Je n'écrirai pas pour de l'agroalimentaire. Je pourrais, tu vois, mais ça me demandera un temps d'adaptation sur le secteur. Donc, à partir du moment où moi je comprends l'écosystème du client, quel qu'il soit, parce que j'ai des clients dans l'industrie, j'ai des clients dans des tas de secteurs très, très, très différents. À partir du moment où je comprends comment ça fonctionne, après, pour moi, c'est là où vient la fluidité et c'est là où le texte devient pertinent et tu n'as pas quelque chose qui est très mécanique dans l'écriture comme ce que peut sortir ChatGPT, etc. Où, oui, les informations sont justes, mais c'est plat et il y a pas de relief, il y a pas d'aspérité, voilà, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que je réfléchis et c'est comme ça que je fais les choses. Il y a des tas de secteurs qui ne m'intéressent pas et où j'irai jamais, tu vois. Euh, je dis Ok. enfin ouais, voilà l'agroagriculture, le secteur des voitures, etc. Non, Ouais, chacun son domaine. voilà, et tout à fait, tout à fait. Mais avec du travail, je peux y aller, mais spontanément, voilà. J'ai écrit des choses très très drôles pour des avocats qui ont un métier qui est plutôt sérieux et qui est pas, enfin, tu vois, mais parce que le domaine du droit, enfin, j'en connais quelques arcanes. Donc ça me permettait d'être un petit peu décalée et de pas être trop sérieuse. Mais voilà, donc si tu veux, c'est comme ça que se fait le process d'écriture. Donc, si je suis un entrepreneur, si je suis un fondateur d'une société et que bah, je veux faire appel à tes services, comment ça se passe? Je dois te contacter sur le site internet, sur LinkedIn. Quel est le meilleur moyen de te contacter pour Le plus justement, simple, mais comme toi tu l'as fait et tu me contactes sur LinkedIn, tu tout m'en simplement? mais Ok. tout simplement, mais attends, on a un super outil. LinkedIn, je crois que c'est la plateforme la plus sous-cotée de la Terre. C'est celle qui a un potentiel de fou que les gens utilisent généralement mal. Mais voilà, donc il faut juste prendre contact avec moi sur LinkedIn. Et puis après on discute. Mais voilà, il faut faire les choses de manière simple. Ouais, je comprends, je comprends. Et donc, du coup, la plupart de tes clients, ce sont bah, des fondateurs d'entreprises. Ils sont dans le Web3 ou ils sont en train d'arriver dans le Web3. Euh, Comment tu les vois arriver? C'est, par exemple, quand je dis comment tu les vois arriver, ceux qui ne sont pas dans le secteur du Web3, tu les vois arriver dans un mode où ils veulent arriver, ils veulent absolument comprendre l'écosystème et faire avancer les choses, ou ils sont plutôt un petit peu euh, calmes, ils laissent voir les choses, ils se disent, bon, bah, Félicie, moi, je veux un peu communiquer dessus, je veux me lancer, mais je ne sais pas trop, donc on y va doucement. Comment tu les ressens, toi, sur un premier abord comme ça? Si tu veux, il y a plusieurs profils. Tu as aujourd'hui, avec le bear market, on est arrivé à des profils qui sont beaucoup plus prudents. Ouais. Donc, comme ils sont beaucoup plus prudents, la prudence fait que je ne fais plus rien, j'attends de voir ce que font les autres Mm. et après, je prendrai une décision. Donc, si tu veux, ça, c'est 80%
80% des personnes que je rencontre, elles sont curieuses, ça les intéresse, mais en gros, c'est j'attends de voir ce que les autres vont faire et j'enclencherai, je partirai dans cette voie-là, peut-être ou peut-être pas. Moi, ce que je leur explique, c'est que la question sur la digitalisation, parce que la question, elle est beaucoup plus vaste que ça. Si on parle des entreprises du Web 2 qui vont vers le Web 3, il y a l'enjeu est sur la digitalisation de toute l'entreprise, de tous les process de l'entreprise. C'est pas juste, OK, on va utiliser une blockchain, mais pourquoi? Pour que faire? On va créer des NFT, OK, mais pourquoi? Pour que faire? Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a une réflexion et là-dessus, on est sur des temps longs. Et je sais que dans le Web 3, on a envie que ça aille vite. Et donc, ce temps long, il faut se le donner pour bien construire les choses, pour les faire correctement, pour ne pas claquer l'argent non plus, parce que c'est très facile. On a vu des projets, tu vois. Moi, j'ai vu des projets, j'ai vu des boîtes qui mettaient 300 000 euros sur un truc qui a duré une semaine et où au final, tu as zéro résultat. Et je me dis, mais mince, avec un tiers de ça, on aurait pu faire des choses, mais tellement plus intéressantes. Donc, il y a cette partie-là qui est un petit peu dans l'attente. Après, il y a ceux qui ont envie de tester, mais qui n'ont pas forcément le budget. Donc là, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où moi j'aime bien, c'est que l'idée, c'est, encore une fois, c'est pas plus tu as d'argent et plus ton projet va être intéressant, c'est plus tu vas être malin, dans ton approche, et plus ça va te permettre de trouver des chemins détournés, de faire des tas de choses et qui vont être pertinentes. Et puis, tu as 1%, mais ce 1%-là, eux, c'est déjà le Web 3, donc ils ont une réflexion qui parfois, à mon sens, est trop axée produit. Donc, en fait, ils sont, comme ils viennent de la tech, ils ont une vision et ils se disent, mon produit est génial. Alors oui, ton produit est génial, mais ton produit n'est génial que dans un contexte et ton produit n'est génial que s'il y a une adoption. Donc, c'est comment est-ce que mon produit qui est génial, je le fais connaître au grand public et comment est-ce que je peux amener à changer les usages pour avoir une adoption sur ce produit. Donc, si tu veux, il y a différents curseurs et je passe beaucoup de temps en fait à réajuster et à comprendre. Donc, il n'y a aucun projet n'est identique et aucune vision n'est la même et aucune finalité ne sera la même. Ok, très intéressant ton discours. Revenons sur la partie NFT. J'ai une question par rapport à ça. Enfin, c'est pas une question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, de manière ultra simple, parce que tu as la facilité de vulgariser les choses, est-ce que tu peux nous expliquer tout simplement c'est quoi un NFT pour les personnes qui nous suivent et qui ne connaissent pas encore, parce qu'on a vraiment des gens qui commencent à arriver sur la chaîne qui sont tout simplement curieux, on a des gens qui sont ultra experts, donc ils auront moins besoin. Mais est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, c'est quoi en fait un NFT tout simplement? Je sais que je vais me faire arracher je vais me faire arracher les yeux par les puristes, mais non, globalement, un NFT, c'est un contrat. Ni plus ni moins. Il ne faut pas chercher quelque chose de compliqué. C'est un contrat. C'est un contrat. Voilà, c'est un contrat. Et ce qui va être intéressant, donc c'est un contrat inscrit sur la blockchain, donc ce qui va certifier la valeur du contrat. Et ce qui va être intéressant, c'est l'objet du NFT. En fait, il y a le NFT qui est la partie tech sur la blockchain, et puis il y a l'objet du NFT. Et l'objet du NFT, comme tout contrat, ça peut être tout ce que tu veux. Ça peut être de la musique, ça peut être de l'image, ça peut être de la vidéo, ça peut être des objets physiques. Tu peux tout imaginer derrière les NFT. Donc, c'est quelque chose qui est très simple. C'est un contrat inscrit sur une blockchain. Stop. Trop intéressant. C'est pareil, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'expliquent de cette façon-là. Moi, je trouve ça vraiment très bien parce que tout simplement, tu vulgarises, tu dis c'est un contrat, puis derrière, tu as un sous-jacent. Après, ça peut être vraiment différentes choses. Mais voilà, c'est un contrat et le contrat, c'est. Comme tous les contrats, tu vois. En fait, tout dépend de la valeur de ton contrat et tout dépend de ce que tu mets dans ton contrat. Ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est quand tu vas acheter quand tu vas acheter ta baguette le matin à la boulangerie, c'est un contrat. C'est un contrat qui est tacite, mais c'est un contrat entre toi et la boulangère. La boulangère, elle te donne du pain frais et toi, tu lui donnes de l'argent en échange. Il y a un contrat.
c'est un contrat qui n'a pas de valeur en réalité, parce que dans 10 ans, tu n'as pas besoin de justifier que tu as acheté ta baguette. Donc, c'est un contrat qui est sans valeur, mais c'est un contrat. Donc, il y a un échange. Il y a un échange et il y a un objet de l'échange. Maintenant, si ta baguette, elle n'est pas fraîche, tu reviens voir la boulangère, tu lui dis, écoutez, la baguette, elle n'est pas fraîche et changez-la moi. Et là, elle va te dire, si elle est un peu maligne, elle se souvient que tu es venu une demi-heure avant et elle va te la changer. Si elle n'est pas maligne, elle te dit, ah oui, je ne sais pas quand vous l'avez acheté, gna 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 gna. Donc, il y a des contrats tacites qui n'ont pas de valeur. Et puis après, tu as des contrats où tu as besoin de prouver ta valeur. Tu achètes une maison, c'est un contrat, et tu as besoin de valoriser cette valeur et ce contrat, la blockchain et les NFT peuvent entrer dans ce cadre-là. Donc, en fait, tout dépend de la valeur de ton objet et tout dépend de ce que tu vas faire de ce contrat. Ok, merci beaucoup pour cette précision. Je pense que ça va intéresser énormément de gens qui sont encore nouveaux dans l'écosystème et là, ta façon de vulgariser, ils vont vraiment apprécier. Est-ce que toujours Mais après, attends, parce que dans ça, c'est le truc basique, mais ce qui est intéressant pour les marques, ça peut être un levier de marketing dans une opération de fidélisation. Ça peut être de l'acquisition de nouveaux clients parce que tu vas aller vers une cible qui est plus jeune, vers une cible qui est plus orientée tech. Ça peut être de l'image parce que tu vas t'offrir une image un petit peu plus moderne et un petit peu plus orientée vers le digital. Donc, le NFT, la fonction, et puis après, c'est ce que tu en fais. Mais c'est toi qui décides, c'est la marque qui doit décider ce qu'elle en fait. Il y a des choses qui sont très, très bien. Pour moi, un des plus beaux projets, mais qui n'est ni spéculatif ni rien du tout, mais qui a permis en fait à plein de clients de comprendre ce que c'était, c'est le projet de Monoprix. Monoprix pour les 90 ans, ils ont sorti 90 NFT. 90 NFT, alors il y en avait d'autres, mais il y en a qui sont vraiment spécifiques et qui étaient créés par un artiste qui s'appelle Vincent Darré. Et là où Monoprix a été très malin, ils n'ont pas spéculé, ils n'ont pas fait des prix de fou. Je crois que le NFT, c'était de l'ordre de 200 €, tu vois. C'était au moment où l'Ether devait être à peu près à 2000 €, ça devait être 0,1 Ether, quelque chose comme ça. Et là où Monoprix était très, très fort, c'est qu'ils ont créé un site qui était super simple, super clair, très bien expliqué, en disant voilà comment on crée un wallet, voilà comment on achète de la crypto, voilà comment on achète le NFT, et après, à la fin, vous avez une œuvre d'art, et l'œuvre d'art, c'est Vincent Darré, et voilà. Et ça, pour moi, ça, c'est être intelligent vis-à-vis des NFT. Donc, peut-être que, parce que Vincent Darré, c'est quand même quelqu'un qui est super connu dans l'univers de la déco, de la mode, etc. Je crois qu'il a été l'assistant de Karl Lagerfeld dans une autre vie, tu vois. Donc il a tout un univers et il est hyper créatif. Donc peut-être que dans quelques années, la cote de Vincent Darré va grimper et les premiers NFT vaudront quelque chose. Mais entre-temps, peu importe, parce qu'on s'est fait plaisir avec un bel objet numérique et au moins, les clients de Monoprix ont appris à utiliser un wallet et à acheter un NFT. Donc, c'est comme ça que les marques doivent réfléchir. C'est pas juste à la finalité, mais comment est-ce que je peux rendre service à mes clients? C'est bien parce que justement, c'était l'une de mes questions sur lesquelles je voulais rebondir, c'était comment justement les NFT sont en train de transformer la manière dont les secteurs comme le luxe, la nourriture, la mode, l'art sont en train vraiment d'évoluer grâce aux NFT. Et là, tu nous as vraiment pris directement un cas d'usage complet de voilà comment ça s'est passé et c'est très très intéressant. Et du coup, ce cas-là, c'est juste du marketing. Et c'est de l'image pour Monoprix. Monoprix, je pense qu'ils ont pas, enfin sur 90 NFT à 200 €, tu gagnes rien, tu vois, en vrai. Mais l'objectif, il n'est pas là. L'objectif, il est de dire, c'était très malin pour Monoprix parce que Monoprix, c'est ta marque du quotidien, c'est ton supermarché au coin de la rue. Donc, cette proximité avec le client, il y a un sujet, le sujet, c'est la tech, et nous, dans notre vision de proximité,
on est avec vous et on vous accompagne sur ce sujet au quotidien. Et c'est là où c'était très fort. Après, tu fais ce que tu veux. Tu vois, tu peux créer. Il y a plein de. Si mon projet, j'ai 2 projets coup de cœur, mais vraiment Allez, et avec 2 cas d'usage différents encore. Il y a La Poste qui a lancé ses premiers NFT. Et donc, La Poste a lancé sa première collection de NFT, c'était il y a quelques mois. Je crois qu'il y en a encore qui sont disponibles. Et ils ont très, très peu communiqué et ils n'ont pas communiqué vers la cible Web3. Et ils ont été très grand public. Mais là où c'est malin, c'est qu'en fait, les clients de La Poste, ils ont cette fibre de collectionneur. Et donc, le NFT de La Poste devient un objet de collection. Exactement comme on a eu les collectibles et toutes ces. un peu comme un timbre. Mais exactement. Alors, ce qui était chouette, c'est que tu achetais le NFT et tu reçois le vrai timbre chez toi. Donc, tu as le timbre de collection et tu as le NFT. Donc, j'ai trouvé ça, c'était top. Tu pouvais payer par carte bancaire, c'était 8 euros. Sincèrement, tu veux t'acheter ton premier NFT, va chercher celui de La Poste parce que voilà, tu vois, il n'y a pas de, enfin, à 8 euros, tu prends, enfin, c'est zéro risque, et c'est un objet de collection. Et donc, j'ai trouvé que c'était super bien fait, super bien pensé, tout dans la mécanique était parfait. Et le projet, franchement, ce que j'adore en ce moment, c'est Michelin. Et là, on est sur un autre level. Là, Michelin, ils sont très, 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 très forts. Donc, tu as le NFT et le NFT, derrière, il te permet de participer à plein de choses. Je crois que c'est le seul Discord qui reste et qui est actif. Enfin voilà, je suis pas du tout sur Discord, mais je sais que le Discord de Michelin, lui, pour le coup, est très actif. Toutes les semaines, il y a des concours, il y a des lots super intéressants à gagner. Ils ont mis le paquet et ils ont compris qu'ils étaient en train de créer une communauté très forte. Et cette communauté, ils la respectent, donc ça veut dire que c'est alimenté en permanence. Parce que des projets, on en a vu plein. Hein. On a vu plein de projets qui ont lancé des trucs au début, puis après qui ont complètement abandonné. Donc là, ils respectent totalement leur communauté. Et mieux qu'une communauté, ils sont en train de créer des ambassadeurs. Parce que tu as des cadeaux qui sont plutôt sympas. Tu peux gagner des goodies, mais tu peux gagner des dîners dans des restaurants étoilés Michelin, bien évidemment. Tu peux être invité dans les paddocks dans le Grand Prix de Formule 1. Tu vois, il y a plein de choses et c'est là où ils sont en train de. Pour moi, c'est un modèle à suivre. Le projet Michelin est un modèle à suivre pour toutes les marques qui ont envie de se lancer dans les NFT plus tard. Donc, tu vois, entre Monoprix qui finalement emmène le client, La Poste qui crée un produit de collection et Michelin qui a quelque chose qui est hyper actif et très orienté Web3 et en soi, c'est pas grave, c'est très bien, ils vont chercher ces gens-là et ce qui est intéressant, c'est que ils font le pont entre une marque qui est dans notre inconscient collectif et qui est là avec nous au quotidien aussi, et le Web3, tu vois que finalement, chaque marque peut trouver sa manière de communiquer et d'utiliser les NFT et qu'il n'y a pas un usage des NFT et qu'il y en a 1000. C'est toi qui décides. Effectivement, et je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore, c'est qu'effectivement, il y a la partie collection, il y a la partie carte de membre aussi. C'est en fait, quand tu achètes un NFT, tu es aussi membre d'un club. C'est un petit peu comme digitaliser une carte de membre dans un, je sais pas, un country club, un casino ou peu importe. Et puis le fait d'avoir un NFT, vous êtes membre d'un club. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que pour beaucoup de gens, les personnes ne se rendent pas compte. Et donc, quand on voit des projets comme tu l'as dit, La Poste, Michelin, Monoprix. Enfin, c'est des sociétés qu'on entend parler tous les jours. Les gens qui se disent oh, les NFT, c'est scam, c'est de la spéculation, c'est une arnaque, ça n'existe pas. Les grosses sociétés comme ça, ils ne se lanceraient pas là-dedans si ça serait un scam. On fait tous des erreurs, mais pas autant de grosses sociétés dans cet écosystème. Voilà, donc, merci d'avoir utilisé des noms assez populaires. Oui, alors tu parlais effectivement on appartient à un club. Starbucks a tenté un truc. Alors Starbucks, ils l'ont fait et c'était sur Polygon.
Et c'était, en fait, ils ont transféré leur programme de fidélité sur Polygon. Si ce n'est que là, ils viennent de l'arrêter. Ils l'ont arrêté il y a peut-être un mois ou deux. Ok. Pour te dire, enfin, pourquoi je te prends cet exemple-là, c'est que, encore une fois, les NFT, c'est pas une finalité. C'est-à-dire, il faut savoir ce que tu veux en faire derrière. Et ils ont donc transféré leur programme de fidélité qui existait déjà, je crois que c'était juste avec une carte. Et ce programme de fidélité, ils l'ont transféré sur la blockchain, donc Polygon. Mais ils n'ont rien ajouté derrière. C'était exactement la même chose que ta carte de fidélité d'avant. Donc, bien évidemment, tu as zéro intérêt. Ouais, c'est clair. Voilà, tu vois, tu n'as pas d'intérêt à passer sur Polygon plutôt que sur ta carte de fidélité sur laquelle tu mets des dollars. Donc ça n'a pas pris. Mais ce que je dis Ils toujours, vont y c'est revenir peut-être par la suite avec plus de. mais bien sûr qu'ils vont y revenir parce que on est encore une fois, comme ce qu'on se disait au tout début, c'est si on fait un corollaire avec avec le début d'Internet, on est au tout début et donc c'est maintenant où on fait des choses, on va tester des choses et où on apprend de ses erreurs aussi. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les projets qui se plantent et c'est d'analyser pourquoi ils se sont plantés pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Parce que quand on réussit, généralement, on se trompe aussi sur les raisons du succès. Donc, c'est pour ça que quand tu essayes de copier quelqu'un qui marche très bien, ben, ça marche pas parce que tu n'as pas compris les raisons du pourquoi du succès. C'est plus facile quand on se plante. Bon, ben voilà. Donc, Starbucks, au moins, ils ont essayé, ils ont testé quelque chose. C'était intéressant d'utiliser Polygon. C'était intéressant par rapport à la rapidité de la blockchain, par rapport au nombre d'opérations aussi, parce qu'il faut voir Starbucks aux États-Unis ce que ça représente. Donc tout ça, c'était intéressant. C'est intéressant de voir cette mécanique-là. Bon, ils y reviendront dans 5 ans ou demain, ou peu importe en fait, mais d'une manière très certaine, ils y reviendront. Ok, bah effectivement, c'est intéressant de voir la stratégie que peut avoir une personne qui va se planter d'ailleurs, comme des personnes qui peuvent y arriver, et pourquoi elle s'est trompée et comment elle pourrait faire pour être meilleure. C'est bien de copier les meilleurs, mais il faut les copier pour les bonnes raisons, hein. C'est important de le préciser. Dans l'écosystème Web3 et dans le secteur des NFT, donc tu as fondé NFT Madame, il y a de plus en plus de femmes. Comment tu vois justement la vision des femmes? Non, c'est excellent, c'est vraiment génial. Et nous, on a à cœur vraiment sur le podcast de recevoir un maximum de femmes de l'écosystème Web3 pour les mettre en avant et tout, parce qu'elles apportent une vision qui est incroyable. Il y a de plus en plus de femmes. Comment toi, tu le ressens, ça, de ton expérience? Est-ce que tu penses que la participation des femmes dans ce domaine, ça va apporter un peu plus, effectivement, ça va être un petit peu plus vulgarisé, c'est-à-dire qu'on aura moins de la tech, on aura peut-être un peu plus de quelque chose, je dirais pas de coloré, mais quelque chose de beaucoup plus visuel, beaucoup plus d'art, vraiment quelque chose de beaucoup plus féminin. Et je pense que c'est vraiment une très bonne chose. Comment toi, tu vois justement, toi qui es là depuis très longtemps et qui tu vois arriver des jeunes femmes dans cet écosystème ou des femmes très récentes dans l'écosystème, comment tu les vois arriver? Est-ce qu'il y en a qui te contactent de temps en temps pour avoir des conseils? Comment ça se passe? Alors, pour moi, c'est un non-sujet. Ok, Parce que trop moi, cool. c'est un non-sujet. Parce que moi, je me suis jamais posé la question de est-ce que je suis une femme. Alors si, il y a eu un projet où on est venu me chercher. Alors c'était qu'une bande de mecs, bien évidemment, et ils m'ont dit, mais au moins ils ont été très cash dès le départ. Ils m'ont dit, tu vas être notre caution féminine. J'ai dit, Ah ouais, ok, sympa. ça me va très bien, peu importe, on s'en fout, c'est pas ça. Ce qui est important quand je dis c'est un non-sujet, c'est que ce qui est important, c'est quelle est l'envie, quelle est la volonté et quelles sont les compétences que tu es en train de développer dans cet écosystème-là. Après, que tu sois un mec ou une fille, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu apportes. Alors, est-ce que les filles apportent un regard différent? Peut-être, et tant mieux. J'ai pas, je ne me suis jamais posé la question sous cette question-là. En revanche, il y a quelque chose qui me fait super plaisir, c'est que il y a 2 semaines, je donnais des cours à Sub de Pub. Et donc, j'avais un public qui est
pas du tout dans l'écosystème Web3. C'était un des premiers contacts qu'ils avaient avec le Web3. Et quand je crois que sur les 200 étudiants, je crois qu'il y en a 3 qui avaient un wallet et 3 qui avaient des cryptos. Donc, je sais pas si tu vois ce que ça Très peu. représente. Tu vois, c'est Ouais, très peu. En revanche, là où moi j'ai été mais super surprise et hyper mais ravie, c'est que c'est les filles qui étaient le plus intéressées, qui posaient le plus de questions, qui avaient une compréhension immédiate du sujet, qui me relançaient sur qui me posaient vraiment des questions, mais hyper pertinentes, tu vois. Et c'était que des filles. Et je me suis dit, mais c'est génial. Et donc voilà. Donc je sais que c'est et ça sera un non-sujet parce qu'aujourd'hui, les femmes dans la tech, il y en a de plus en plus et elles sont de plus en plus actives et il faut qu'elles se montrent. Montrez-vous les filles, putain, on vous attend. Allez. Mais oui, venez, on est bien, on s'amuse bien. Non, mais Donc, c'est vrai. voilà. Et c'est bien que tu dises que c'est un non-sujet parce que ça va débrider aussi. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas y aller en se disant, ouais, c'est un univers d'hommes, c'est la tech, c'est des trucs d'ingénieurs, Non. c'est difficile. Non, en fait, tellement pas. Et c'est bien que tu puisses débrider le sujet en disant, bah non, c'est super cool. Moi, j'y suis et je prends beaucoup de plaisir et c'est génial. Et quand je parle, bah, la plupart du temps, c'est même des femmes qui viennent me voir en me disant, mais c'est génial ce que tu fais, je comprends bien. Et les hommes, bon, je pense que les hommes, ils sont plutôt là pour la partie spéculation, en grosse partie, la Oui, mais peu partie tech. importe. C'est très Et bien. peu importe, effectivement, mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait de plus en plus de femmes dans l'écosystème qui montrent que bah, c'est un écosystème qui est ouvert et que ça peut montrer vraiment des opportunités différentes pour tout le monde. Et ça, c'est super, super important. Une dernière, enfin pas une dernière, un autre sujet sur la partie NFT. Quel conseil tu donnerais à des marques qui justement veulent se développer dans l'écosystème Web3 NFT, qui voudraient éventuellement développer des NFT? Quel conseil tu leur donnerais? Alors là, le premier conseil, c'est de te contacter, ça c'est sûr. Mais à part ça, quel conseil tu leur donnerais pour justement se développer et se dire, voilà, je voudrais faire une collection de NFT. Alors tu le disais un petit peu avant, ça sert à rien de faire des NFT pour faire des NFT. Mais quelle stratégie tu pourrais tout simplement leur donner et comment tu les aiguillerais sur toute leur stratégie? Mais c'est d'abord de réfléchir du pourquoi. Moi, je suis Madame Pourquoi. Ah Je ouais. pose la question du pourquoi. Pourquoi est-ce que vous voulez faire des NFT? Ensuite, c'est à quoi est-ce que vous voulez que ça serve? Et généralement, je leur pose une question, c'est comment est-ce que vous imaginez vos NFT dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans? Donc, ça permet déjà de se projeter et de se dire qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'on fait un one shot et c'est que de la com et c'est très bien, tu vois? Parfait. Et on le fait et on peut faire quelque chose on peut faire quelque chose de très ludique. Ou est-ce qu'on a envie d'embarquer est-ce qu'on a envie d'embarquer notre communauté? En fait, c'est quelle est mon intention? Quelle est l'intention derrière? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Il y a une marque que j'aime beaucoup. J'aimerais vraiment qu'il se lance. C'est une marque de luxe, mais qui est une petite maison familiale qui a fêté ses 70 ans il n'y a pas très longtemps. Et j'aurais dit, mais il y a quelque chose à faire. On peut retracer l'histoire, on peut faire quelque chose de beau et quelque chose de très esthétique et de reprendre en fait les modèles emblématiques de la marque. Et on n'a pas besoin d'aller sur quelque chose qui soit super compliqué. Je n'étais pas la seule boîte qu'ils avaient rencontrée. Je pense qu'on leur avait vendu des tas de trucs un peu fous, comme des métaverses, etc., Ouais. des tas de trucs. Non, il faut faire simple. Il faut se souvenir de qui sont nos clients et de faire plaisir à nos clients et comment est-ce qu'avec les NFT, on peut faire plaisir à nos clients. Mais faire plaisir à nos clients, c'est les récompenser, c'est les fidéliser, c'est leur faire des cadeaux, c'est voilà, il y a toute cette réflexion-là à avoir en amont. Et est-ce que ça colle avec l'univers de la marque ou pas? Après, ça peut emmener une nouvelle clientèle aussi et amener de la curiosité sur la marque. La marque qui est quand même pour moi, la plus emblématique sur le secteur du Web3, c'est Gucci. Gucci, ils ont tout Ok. testé. Ils ont tout essayé avec plus ou moins de succès, mais au moins ils ont essayé. Et ça cadre bien
ça cadre bien avec l'univers de la marque. Une autre marque qui est très très forte sur le secteur aussi, et franchement, c'est là, à mon sens, en France, on n'a absolument pas à rougir sur notre appropriation de la tech, tu vois, sur le Web 3, on est absolument pas à la ramasse. Et ceux qui, c'est Vuitton. Vuitton, Ok. ils ont en interne un service de R&D sur tout ce qui est Web 3. Et en fait, ils ne dépendent de personne que d'eux-mêmes. Et donc, en fait, ils testent des choses, ils font des choses. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant. C'est intéressant de réfléchir. Et tu l'évoquais tout à l'heure sur le secteur du luxe. Il y a aussi, comme le NFT est un contrat, il y a toute la partie certification. Et pour les produits de luxe, ça a du sens, tu vois. Ça a du sens de créer le NFT de ton objet de luxe que ensuite, si un jour tu veux le revendre, tu ne peux pas le revendre sans le NFT. Donc, tu as cette notion de certification qui intervient aussi dans les NFT. C'est moins glamour, c'est plus technique, mais c'est très, très, très utile. Donc, voilà. Donc, en fait, si tu veux, n'importe quelle marque, de n'importe quel secteur, la première question qu'elle doit se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai envie d'y aller et qu'est-ce que ça peut me rapporter ? En termes d'image, en termes d'argent, en termes de notoriété, en termes de tout ce que tu veux. Et c'est bien parce que c'est bien que tu aies pris cet angle parce qu'effectivement, la force des NFT, c'est la partie contrat, comme tu l'as très bien expliqué avant. Et en fait, je suis une marque, je suis Louis Vuitton. J'ai énormément de problèmes actuellement avec quoi? La contrefaçon, les copies et l'authentification de mes produits. Bah, qu'est-ce que je fais? À la sortie de l'usine, je crée un NFT, donc un contrat qui va être stocké sur une blockchain, etc. Bref, un truc qui va être infalsifiable. Ce qui fait qu'en gros, après, si je veux revendre ce sac à main ou un autre produit, et ben, j'ai le certificat d'authenticité qui est gravé dans le marbre. Et en Exactement. fait, on ne peut pas me dire Exactement. qu'on ne sait pas d'où ça sort, quoi que ce soit, parce qu'on sait qui a créé le contrat. Donc, le contrat, c'est directement la maison, là, dans ce cadre-là, Louis Vuitton. Et donc, du coup, on a la traçabilité de qui ont été les anciens propriétaires, donc qui a créé. Et si, par exemple, vous voyez que, par exemple, le sac à main est censé avoir 5 ans, que c'est un gros objet de collection, par contre, le NFT a été créé il y a 3 mois, bah, c'est qu'il y a un bug quelque part. Donc, la force du NFT, c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Il y a la notion de certification. Alors c'est le groupe Richemont donc Richemont, c'est Cartier. Mince, j'ai oublié. Richemont, il y avait qui encore qui a utilisé les NFT. Je ne sais plus quel horloger aussi. Je me demande si Rolex a pas commencé à certifier certains de ces modèles. Il y a un horloger américain qui s'appelle Jacob & Co qui fait des montres totalement extravagante, avec des prix totalement extravagants, bien évidemment, mais qui a intégré les NFT. Et je trouve ça malin. Il faut qu'il y ait des marques comme ça qui soient fer de lance et qui montrent la voie aux autres en disant ça c'est possible, ça on peut le faire et voilà comment on peut le faire. Donc c'est important d'avoir ces marques-là. Alors ce qui est bien, c'est que c'est des marques qui ont les budgets pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les suivre. C'est pour ça qu'il faut regarder comment ils s'approprient le sujet et comment ils travaillent la question du Web 3. Ça me fait penser à Ariani, justement, qui au départ était partie sur beaucoup de certifications et qui aujourd'hui développe énormément de CRM pour les marques et pour les entreprises aussi, et avec un lien avec la blockchain. Alors, j'ai pas tout le détail d'eux, mais c'est une solution aussi. C'est quelque chose qui est plutôt pertinent au moment où l'IA est en train d'arriver sur la table pour le grand public. Donc, tout est en train de bouger, tu vois. Il y a plein de gens sont en train de tester plein de sujets, d'expérimenter. Et là, c'est vraiment intéressant parce que forcément, il va en ressortir des choses qui vont nous étonner. Ouais, totalement, totalement. Est-ce que tu peux nous parler, Félicie, un petit peu de ton rôle et de tes expériences dans tout ce qui est conférence, dans tout ce qui est formation? On sait que c'est quelque chose que tu fais aussi. Est-ce que tu peux nous parler de ce rôle,
comment tu arrives, toi, à transmettre à ton audience ou comment tu arrives à transmettre aux personnes qui t'écoutent des sujets, des skills, enfin voilà, des choses qui leur permettent d'être meilleurs. Et pareil, dans la partie conférence, est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Est-ce qu'on a la chance de te voir régulièrement dans des conférences? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'aspect acculturation et formation, si tu veux. Mhm. Donc, il y a de l'acculturation dans les entreprises pour leur expliquer qu'il faut pas avoir peur du Web3, qu'il faut pas avoir peur de l'IA parce que c'est des choses qui vont faire partie de notre quotidien et c'est des choses qui sont super simples. Donc il y a cette partie acculturation pour les entreprises. Après, il y a les cours que je donne dans des écoles et généralement j'ai un public qui est à 2 doigts d'entrer dans le monde du travail. C'est généralement des master 2 et je leur dis de manière de manière très claire et totalement intéressée cette fois-ci. Je leur dis mais écoutez, si moi je viens vous en parler et si je viens vous attiser votre curiosité sur le sujet, c'est parce que demain vous serez en entreprise et que demain c'est vous qui prendrez les décisions, quel que soit votre poste, parce que j'ai des publics qui sont très différents. Donc, quel que soit votre poste, vous allez arriver en entreprise avec un début de curiosité sur le Web3 dans sa globalité. Après, on peut affiner sur les cas d'usage. Donc, je leur dis, voilà, moi, si je suis là, si je viens vous donner des cours et si je viens essayer de vous convaincre, c'est parce que vous êtes les entrepreneurs de demain, vous êtes les décideurs de demain. Donc, informez-vous et soyez curieux aujourd'hui sur ce sujet-là parce que demain, il sera incontournable. Donc c'est ça. Et puis après, sur les conférences, alors soit c'est auprès d'alumni d'écoles, soit avec avec des chefs d'entreprise. C'est parfois leur sujet, c'est parfois pas du tout leur sujet. Et quand c'est pas du tout leur sujet, justement, il faut avoir l'énergie de les emmener dans quelque chose qui te passionne, pour qu'ils en retirent quelque chose au moins pour eux et pas qu'ils se disent ok, j'ai été obligée, on m'a traîné dans cette conférence et finalement ça m'intéresse pas. Donc non, moi, ce qui m'anime, c'est de transmettre, en fait. C'est qu'ils repartent avec quelque chose qui soit concret pour eux, même si c'est juste une idée, même si c'est juste une phrase, au moins, c'est des tas de graines que je sème à la volée et puis automatiquement il y en a qui vont germer et ça sera c'est là où sera moi ma satisfaction. C'est vraiment formidable ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas le faire en fait. Des fois, qui n'osent pas ou qui n'ont même pas envie en fait de prendre le temps, peut-être de faire de la vulgarisation, de l'éducation, d'aller parler, d'expliquer en fait c'est quoi le Web3. Parce qu'en fait, le Web3, c'est un monde qui est formidable. Les NFT, c'est quelque chose d'incroyable. Et en fait, faut qu'il y ait des gens qui puissent expliquer et prendre le temps d'expliquer c'est quoi. Et toi, tu as la facilité de le faire. Alors, je pense aussi que les gens qui te voient arriver dans une conférence, je sais pas, dans une université ou peu importe où tu vas aller pitcher, je pense que en fait, ils te voient de manière positive. Tu es rayonnante, tu es souriante, tu vois, tu n'arrives pas comme une personne qui est un peu aigrie, que tout le monde se méfie parce que tu dis, oh là là, lui, il va m'arnaquer. Non, je pense que toi, directement, on a confiance en toi. Je pense que ça se lit sur ton visage. Je ne sais pas comment tu le veux, comment tu le ressens toi, mais je pense que dès qu'on te voit, tu nous donnes confiance. Ok, c'est bien. Écoute, j'ai une étudiante de Sub de Pub, qui m'a fait le plus beau compliment. Okay. Parce qu'elle m'a dit que j'avais la capacité, ce qui était intéressant, c'est que j'ai du recul et que je ne suis pas maximaliste enfin, tu vois, ni sur les cryptos, ni sur les NFT, ni quoi que ce soit. Je suis pas du tout maximaliste là-dessus. Et que j'ai du recul et que en prenant ce recul, finalement, en faisant 2 pas en arrière, j'arrive à emmener les personnes qui sont restées en arrière justement et à les emmener tranquillement et doucement, c'est-à-dire dans la douceur, vers ce sujet-là. Voilà, pour moi, je ne suis pas une techno-maximaliste. Je ne pense pas que la techno sauvera le monde. Je ne suis pas dans cette vision-là. Je pense qu'il y a la tech va nous rendre énormément de services. Elle va être là
pour nous accompagner. J'ai foi en l'humanité, j'ai foi en mes étudiants. Franchement, je te jure, je les adore, je les aime trop, je les chouchoute. Je suis toujours hyper triste de les quitter parce que j'ai tellement de choses à partager avec eux, j'ai tellement de choses, j'ai tellement envie de les emmener sur ce sujet-là. Donc je sais pas si c'est mon atout, et ben tant mieux, et venez me chercher pour ça parce que je vais vous embarquer dans le sujet tout simplement. Donc voilà, écoute, moi j'aime tellement partager, j'aime tellement partager ça avec eux que j'ai envie de continuer, mais ad vitam quoi. Mes étudiants, en tout cas, c'est ce qu'on ressent. On ressent cette envie de partage, cette envie de donner des choses. Dans les choses que tu as aussi envie de donner, on en a parlé tout au début, mais on n'a pas vraiment beaucoup parlé, c'est le livre. Tu t'es mis dans l'édition aussi, tu as fait un ou plusieurs livres, tu vas nous expliquer tout ça. Justement, comment t'en es venu à te dire, OK, maintenant, ça suffit pas. On me voit partout, mais ça suffit pas. Il faut que je fasse encore plus de choses parce que peut-être que mes étudiants à la sortie, ils voudraient avoir un peu plus d'informations. Donc, il faut que je fasse des choses qui me permettent de pouvoir aller encore plus en profondeur, expliquer les choses. Et c'est là que tu t'es mis justement dans l'édition. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette expérience où tu t'es lancé tout simplement dans l'édition de livres et je crois que tu as même été le premier livre francophone vendu sous la forme de NFT. Exactement. Alors mais cette histoire-là, elle est super drôle. Donc, comme je t'ai dit, j'écrivais, j'ai toujours écrit, et mon tout premier bouquin, j'ai été publié. Alors, ça n'avait rien à voir avec les NFT, bien évidemment, ça n'avait rien à voir avec la tech, mais l'envie d'écrire était là. Ça doit dater du début des années 2000, quelque chose comme ça. C'est peut-être 2003, 2004, je sais plus. J'ai plus l'ordre. Non. Et très exactement, c'est 2001. Donc voilà, c'est 2001. Donc si tu veux, j'ai publié plein de bouquins, mais sur plein de sujets totalement différents. Et quand il y a eu le sujet des NFT justement, ça c'est en 2021 où j'ai pris le sujet, j'ai simplifié tout pour se dire ok, ça c'est une première porte d'entrée. C'est de la vulgarisation, c'est pour le grand public, et le bouquin s'appelle les NFT enfin expliqués, et ce n'est pas celui-là qui a été créé sous forme de NFT, c'est un autre. Et comment je suis arrivée à sortir un bouquin sous forme de NFT, c'est que comme j'explorais la création de NFT, je me dis mais moi je sais pas dessiner, j'ai rien, je vais faire quoi sous forme de NFT, j'ai rien du tout, et je venais juste de terminer un bouquin, je me dis voilà, ça va être ça le NFT. Donc j'ai sorti le bouquin sous forme de NFT. Et donc, ce qui m'a permis de voir comment tu crées ton NFT, comment tu mintes, etc. Pour moi, c'était juste pour l'expérience. Et j'en parle donc à un journaliste qui me dit ah ouais, c'est super intéressant, machin, hein. Et puis il fait quelques recherches, il me dit mais ton bouquin c'est le premier francophone qui est sorti sous forme de NFT. Je dis voilà, écoute, il est sorti, c'est comme ça, c'est gravé dans le marbre, c'était, je crois que c'était sur OpenSea que je l'ai vendu. J'ai dû le vendre quelque chose comme 25 €, hein. Donc tu vois, il y avait vraiment pas d'idée de spéculation. Bravo. Non, mais l'idée, c'était, je voulais vraiment expérimenter, la création de NFT, et voilà comment c'est fait. Et on est en train de travailler sur d'autres bouquins, mais toujours sur le Web 3. Je suis un peu en retard sur la rédaction, j'avoue, parce que j'ai beaucoup de sujets sur le feu, mais je continue à écrire, et dans cette idée de vulgarisation du sujet, toujours. Bravo. Et donc, du coup, tu as sorti combien? Ça fait 2 livres que tu as sortis déjà? Ah non, écoute, moi je dois être à 13 ou 14 bouquins. Non. Mais c'est une bibliothèque en fait. Oui, non, mais j'ai écrit sur plein de sujets, tu vois. Donc j'ai beaucoup écrit, oui. Ouais, bravo, c'est là où on voit vraiment ta passion du copywriting, de l'écriture qu'on parlait vraiment tout au début du podcast. Parce qu'avoir envie de faire autant de livres, c'est qu'on a une passion pour l'écriture, c'est qu'on aime partager par écrit.
Je confirme, parce que les livres, ça ne te fait pas manger. Tu ne gagnes pas d'argent en écrivant des livres. Très difficile, ouais, c'est sûr. C'est juste parce que tu as envie de partager quelque chose. Je te le dis tout de suite. Sauf être un très gros, un très gros auteur que je ne suis Écrivain. pas. Non, les livres, c'est par envie et par passion, parce que non, ça ne te fait pas manger. Alors, pendant qu'on est dans le secteur des livres, est-ce qu'il y a un livre qui en particulier t'a motivé dans l'écosystème du Web3? Peut-être un livre que tu as lu où tu t'es dit, ouais, celui-là, il est super bien. Alors, j'imagine que tu as lu tes livres et ils sont formidables. Est-ce qu'il y a un livre en particulier et peut-être en dehors du Web3 qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit, ouais, celui-là, il est vraiment inspirant? Est-ce qu'il y en a un en particulier ou pas forcément? Oui, il y a un bouquin qui s'appelle NFT Mine d'Or, je le vois d'ici là, NFT Ok. Mine d'Or, et en fait c'est plusieurs portraits. Alors je suis dedans, mais ce qui est intéressant, c'était il y avait plusieurs portraits de toutes les personnes. Je crois qu'il a dû sortir en 2021 au début 2022. Et ce qui est intéressant, alors moi ce que j'aime bien, si tu veux, c'est les livres qui vont un peu changer la donne et où on se dira, ok, ça, c'est vraiment les prémices, c'est ce qui a déclenché. Et ce qui est intéressant dans ce bouquin, c'est le point de vue de l'écosystème. C'est un peu ce qu'on est en train de faire, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire tous les deux. C'est le point de vue de l'écosystème de plein de gens différents. Et je trouvais ça super, je trouvais ça très très intéressant. Sinon, il y en a un autre qui s'appelle. Alors, je livre les coulisses parce que je ne peux pas te le montrer parce que ma caméra est posée dessus, donc parce qu'il est assez épais. C'est Blockchain et crypto et c'est 60 experts vous expliquent tout. Donc il y a le volume 1 et donc c'est édité par Wallcrypt. Et donc, ça, tu as le volume 1. Alors là, pour le coup, autant NFT Mine d'Or, on a quelque chose qui est assez ouvert. Autant là, c'est un petit peu plus, c'est vraiment les experts blockchain, experts crypto et NFT. Et on est plus sur une approche un petit peu plus pointue, un petit peu plus, tu vois. Mais comme il y a 60 experts, il y a 60 points de vue différents. Donc, pour moi, c'est ces livres-là qui sont intéressants. C'est de voir comment les autres appréhendent le sujet. Donc, voilà Très les deux. intéressant. Donc, Wallcrypt, le volume 1. D'ailleurs, Wallcrypt, donc le fondateur Jean-Luc, qu'on va avoir sur le podcast dans quelques semaines. Donc, il aura l'occasion de nous en parler encore de son livre. Alors, je n'ai pas spoilé. Je ne dis rien. Je ne spoil rien. Je pense qu'on a les mêmes sujets. Par contre, on peut teaser. Venez regarder. Voilà, exactement. Jean-Luc va faire une grande annonce. Donc, venez. Merci Félicie, merci beaucoup. Une autre question dans le sujet des NFT et du Web3, c'est l'adoption qui est en train de se faire. Toi, tu es en train de voir l'adoption parce que tu es quasiment tout au début des NFT et on voit tous les jours que ça prend de l'ampleur. D'après toi, on en est où? Est-ce que c'est encore vraiment… On sait qu'on est en bear market, que bientôt c'est le bull, puis il y en a pour qui on commence à être en bull. Ça dépend un petit peu des sujets. Est-ce que pour toi, l'adoption, elle est en train d'être faite? Les gens commencent vraiment à de plus en plus comprendre ou on en est vraiment encore loin de cette adoption massive? Je crois qu'on en est loin. Je crois qu'on en est encore, on en est encore très loin. Je crois que la statistique, c'est 8% des Français possèdent un wallet. Je crois que c'est ça. Hein, ça et encore, ça a progressé. Hein? Ouais, c'est 8-10, ouais. Ouais, voilà, je crois que ça a progressé parce qu'il y a, en 2021, c'est 5%. Donc, tu vois, on est, c'est une adoption qui va être exponentielle. Ça veut dire que l'adoption, elle ne va pas être linéaire. L'adoption, on est vraiment au tout début. Et puis après, il va y avoir forcément, tu vas avoir une adoption massive, exactement comme il y a eu pour Internet. On parlait au début des emails, mais c'est vrai, personne n'avait besoin des emails. On arrivait très bien à communiquer. On s'envoyait des lettres, on s'envoyait des fax, on se téléphonait. On arrivait très bien à communiquer sans les emails. Et puis aujourd'hui, tout passe. Et même maintenant,
Il y a encore un changement d'usage. Si tu regardes bien, on passe même plus par les emails, on ne passe que par les messageries et c'est naturel, c'est WhatsApp, normal. Voilà. Donc je pense qu'il y aura une adoption, mais ce que je dis toujours, c'est au moment où les cas d'usage vont prendre le pas sur la tech et où la tech va se faire complètement oublier. Ouais, totalement. Et au début, tu vois, sur l'achat des NFT, alors j'ai fait mon mea culpa sur le sujet. Au début, j'étais très, je disais non, le NFT, forcément tu l'achètes en crypto, donc forcément tu crées toi-même ton propre wallet, etc. Et tu l'achètes en crypto, tu achètes ton NFT en crypto. Donc j'étais assez fermée sur le sujet. Et je disais mais toutes les boîtes qui, je comprenais, tu vois, les sociétés qui permettaient le paiement par carte bancaire. Je dis le paiement par carte bancaire, ça ne te permet pas de comprendre la mécanique parce que quand tu passes par un SaaS qui te permet de payer par carte bancaire, ça veut dire que lui, derrière, il crée le wallet pour toi, il convertit tes euros en crypto et tout ça, tu n'en as pas conscience. Finalement, tu ne le sais pas. Jusqu'au jour où j'avais plus d'Ether dans mon wallet, je voulais acheter un NFT en urgence ou je sais pas quoi, et j'étais très contente de payer avec ma carte bancaire. Mais j'étais contente de payer avec ma carte bancaire parce que je sais comment ça fonctionne derrière. Je sais qu'il y a un enjeu de blockchain, de crypto derrière. Donc, oui, il y aura une adoption massive quand la tech va se faire oublier, mais je crois qu'on a quand même besoin de comprendre le fonctionnement de la blockchain. Alors, pas dans la mécanique, tu vois, pas dans la mécanique pure, mais au moins comprendre à quoi ça sert, quelles sont les finalités. Et à ce moment-là, une fois qu'on aura tous les cas, on n'est que sur du cas d'usage. La tech se fera oublier, on sera sur les cas d'usage, on aura une adoption massive. C'est comme ça que je vois le process. Mais on est 100% d'accord avec toi. On est encore early, tu vois, on est encore hyper early. Bon, t'as l'habitude d'être early. Hein? T'as l'habitude d'être early. Oui, donc, voilà. Donc c'est à partir du moment où je vais me désintéresser du sujet, comprenez que c'est à ce moment-là que ça va exploser. Voilà. Ouais, c'est sûr, mais je pense vraiment 100% la même chose que toi. Il faut que la tech, elle disparaisse. Le jour où les gens ont commencé à utiliser de plus en plus Internet, c'est quand les gens ne se rendaient pas compte que c'était Internet. Quand on leur expliquait qu'Internet, c'était un protocole HTTP et tout ce qui va derrière, les gens, ça les intéressait pas, c'était trop technique. Et après, au fur et à mesure, bah, voilà, il y a eu des use cases qui étaient de plus en plus intéressants et les gens ont commencé à se dire, waouh, ok, donc ça c'est mieux, etc. Puis ils ont commencé à apprendre, comprendre, etc. Justement, dans la partie apprendre, comprendre, les gens ont aussi la possibilité de te suivre, notamment sur les différents réseaux. Donc, tu es présente sur YouTube, sur Twitter, sur LinkedIn. Ouais, alors pas. Non, le vrai réseau sur lequel je suis, c'est LinkedIn. C'est plus celui-là. Alors, ceci étant dit, Twitter, Twitter, sincèrement, j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire il y a 4 ou 5 ans. C'est mort. J'en peux plus, tu vois. L'algorithme ne te plaît pas? Non, pas du tout. Avant, c'était super intéressant. Je passais ma journée sur Twitter. Je sais que alors pour te dire, j'ai pas effacé mon compte. Mon compte existe toujours, mais je suis très très passive. J'ai effacé 45 000 tweets. Donc, pour te dire que une période, j'étais quand même super active sur le réseau. Mais pour moi, il y a un désintérêt, il y a un petit désintérêt sur X, même si je sais qu'il y a beaucoup de choses qui s'y passent, etc. Mais je peux pas être partout, je peux pas tout faire. LinkedIn, c'est déjà pas mal. Et les gens peuvent s'abonner aussi à ta newsletter qui est sur lequel tu mets du contenu. Sur NFT Madame, effectivement, où je vulgarise pas mal. Et petit spoiler pour tous mes étudiants, si vous avez eu le courage de regarder le podcast, et c'est que je vais créer. Alors là, ce sera vraiment pour mes étudiants. Je vais créer toute une base de ressources pour eux. Que ça soit, je crois que je vais faire une curation de vidéos, de sujets, d'articles, etc. pour que ceux qui ont envie d'approfondir le sujet aient tout sous la main et puis voilà. Ça, c'est quelque chose que je leur ai promis.
je vais m'y mettre, je vais le faire. Donc voilà. Mais les réseaux, principalement LinkedIn, déjà, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Totalement. Donc je ne vais pas m'éparpiller. En tout cas, c'est bien noté. Donc, si vous voulez suivre Félicie directement sur LinkedIn, vous vous connectez et elle peut répondre à vos messages si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas. Félicie, il y a une dernière chose que tu as cofondée, c'est NFT Factory. Est-ce que tu peux nous en expliquer un petit peu plus de comment ça t'est venu, comment tu as croisé ce projet-là, comment ça t'est tombé dessus, tu t'es dit, allez, on lance NFT Factory. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, je crois donc le fondateur, celui par qui tout est arrivé. Alors ils sont plusieurs, hein, mais vraiment la personne qui incarne, c'est John Carp, qui anime aussi tous les matins le NFT Morning et qui a créé un événement qui est complètement dingue, qui se passe à Lisbonne et qui se passe tous les ans à Lisbonne. Là c'est fin mai, donc qui est la NFC, la Non-Fungible Conference à Lisbonne. John, je crois que j'ai commencé à le suivre, c'était sur mince, comment il s'appelle ce réseau? Le réseau du Facebook? non, À mais non, l'ancienne? non, arrête. Le réseau du Covid, j'ai plein de noms de réseaux qui viennent, sauf TikTok? non, le truc audio, où on faisait des rooms audio. Bon, écoute, peu Ah, importe. Zoom. Non, mais peu importe. Parce que j'ai un autre réseau qui est, lui, pour le coup, très Web3, qui s'appelle BitCloud, mais c'était pas ça. Ok. Mais bon, voilà, si tu veux, c'est l'âge, c'est la mémoire, ça va me revenir. Et donc, il était super pertinent, super intéressant, je suivais ses rooms et tout. Et puis, il a fait un premier meet-up et où j'ai rencontré tout l'écosystème. Mais là, vraiment, on est super early, on est en 2021. Et donc j'ai rencontré tous ces gens-là. Je me suis dit, ah, c'est trop génial. Et quand il a lancé le projet de la NFT Factory, je me suis dit, ok, j'y vais. Voilà. J'ai même pas, je crois, j'ai signé. Je ne devrais pas le dire, je ne devrais pas le confesser, mais j'ai signé le contrat sans l'avoir lu, si tu veux. Donc voilà, les yeux fermés. j'ai mis l'argent et puis ça y est, c'est fini. Ok, on y va. Et si tu veux, la Factory, la NFT Factory, déjà, ça a été un lieu emblématique pendant 18 mois en face de Beaubourg, où il y a eu des expos, il y a eu des tas de choses en fait qui se sont passées. Il y a eu plein d'événements. Il y a eu un crypto-comédie. Il y a eu plein de choses qui se sont faites. Et c'était un lieu qui se voulait pour accueillir le grand public et pour expliquer comment, ce que sont les NFT, comment ça évolue, comment on crée son wallet, etc. Là, avec les travaux de Beaubourg, on est passé à la phase 2 de la NFT Factory, où on va créer en fait des événements et des pop-up pour exposer les artistes digitaux et pour continuer cette partie acculturation. Donc, il y a plein de sujets sur lesquels on est en train de travailler avec la NFT Factory pour faire connaître la Factory, pour faire connaître les NFT et pour évangéliser le grand public d'une manière la plus simple qui soit et la plus volontaire qui soit. Donc voilà, donc la NFT Factory, on est 128 cofondateurs, donc 128 Ah oui, non mais 128 passionnés, 128 personnes qui croient très profondément au projet et qui ont envie de porter les NFT. Et 128 profils tous différents et voilà et super intéressant. Et donc, ça fait la force. Et ça fait la force, exactement. Donc il faut suivre la NFT Factory aussi. Bravo aux 128 fondateurs pour ce magnifique projet qu'est NFT Factory. Félicie, on arrive gentiment à la fin du podcast. On a encore plein de sujets à traiter, mais on ne pourra pas tous les traiter dans ce podcast. On en fera un deuxième dans les prochains. On a toute la vie devant nous pour refaire des podcasts. On a toute la vie devant nous. On en refera un, il va être aussi incroyable. À la fin du podcast, on laisse toujours un mot de la fin à notre invité. Donc le mot de la fin, il peut être un mantra, une phrase que tu veux partager. Ça peut être revenir sur un sujet qu'on a traité et sur lequel tu voulais rajouter une précision. Ça peut être tout simplement aborder un sujet
que tu aurais bien voulu partager avec l'audience et qu'on n'a pas eu le temps de partager. Ça peut durer 1 minute, ça peut durer 10 minutes, c'est toi qui décides. Est-ce que tu as un petit sujet que tu veux nous partager? La seule chose que j'ai envie de dire, que j'ai envie de partager, si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, c'est soyez curieux et soyez heureux. Et soyez curieux, ça veut dire quoi? C'est ne vous fermez aucune porte parce que on vient de pendant 1h20, on vient de parler de NFT, on vient de parler de tech, et c'est absolument pas ce dont je rêvais quand j'étais au lycée, c'était absolument pas ce dont je rêvais quand j'étais à l'école, et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a très peu de temps. Et si quelque chose vous passionne, allez-y, soyez curieux, soyez heureux, et je vous embrasse. Ah, mais c'est super. Bah, merci beaucoup, Félicie, pour ce mot de la fin. Très beau mot de la fin, beaucoup d'émotions. Merci beaucoup pour ce mot. Je pense que ça va toucher beaucoup de gens qui nous écoutent et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent jusqu'à la fin des podcasts. Lancez-vous, Et, lancez-vous. et lancez-vous. Il n'y a pas de raison. Merci vraiment, Félicie, pour ton temps. Merci à Merci toi, vraiment pour merci toutes pour ces l'invitation, explications. c'était top. C'était C'était parfait. un plaisir de te recevoir sur le podcast. Vivement le prochain maintenant. À très Avec vite. le plus grand des plaisirs. Merci Jean. À très bientôt.